La France a été elle-même attaquée lorsqu'elle cherchait des soutiens des alliés. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci de m'inviter et félicitations pour votre émission. Donc comme on n'a pas assez de temps, on va passer au vif du sujet. J'ai eu à parler de votre biographie ici aux auditeurs, donc je pense au Béa Famia. Donc rapidement, Moussa, moi la première question que j'ai à vous poser, je sais que ce sont des questions qu'on vous pose tout le temps, mais je ne peux m'empêcher de vous le demander. Quel est le passeport que vous utilisez au jour d'aujourd'hui? Parce que je pense que c'est important parce que les négociations qui vont s'ouvrir à Alger, ça s'appelle le dialogue intermalien. Non, s'il vous plaît, je pense que cette question ne me fait pas avancer. Je préfère que vous me posiez une question qui est après directement au sujet. Vous avez proposé de réfléchir sur des propositions de sortie, de solutions de crise. Donc, allez-y à votre deuxième question, s'il vous plaît. Bon, Moussa, je suis désolé, mais moi je voulais poser parce que je pensais que c'était important pour tout le monde, parce qu'il faut savoir se placer et connaître les positions des uns et des autres, parce que si on veut trouver une solution au problème, il faut situer aussi les positions des uns et des autres. Donc il n'y a pas de problème, je respecte le fait que vous ne voulez pas répondre à cette question. Moi la question que je vais vous poser, c'est la même question que j'ai posée à tout le monde. À votre avis, les prochains accords, qu'est-ce que ces prochains accords apporteront de plus ou de mieux que les accords qui existent déjà, les accords précédents? En d'autres termes, pensez-vous qu'avec les prochains accords, nous ne connaîtrons plus de rébellion au nord du Mali? Est-ce qu'il existe des garanties, des espoirs à cet effet? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Moi, je pense sincèrement que ce qui peut permettre à ce qu'un accord puisse avoir l'effet escompté et qui puisse faire la différence avec les autres, c'est surtout la volonté politique des partis, et que chaque parti respecte ses engagements, et que bien sûr la gestion du territoire, c'est la responsabilité, c'est-à-dire que chacun puisse prendre ses responsabilités, et dans le cadre à la fois des négociations, mais aussi, moi je pense que c'est la volonté politique, surtout du gouvernement du Mali et les partis, et donc les partis en belligérance. Et ensuite, dans un second temps, et ce sont les différentes populations qui cohabitent ensemble, qui doivent être des acteurs principaux de la mise en application de ces résolutions, et la garantie et la facilitation et l'accompagnement de la communauté internationale. Ce sont surtout ces acteurs-là qui doivent, si elles ont la volonté, si elles s'engagent vraiment à rendre la vie facile et à permettre à chaque citoyen de pouvoir s'en sortir, comme dans beaucoup de pays dans le monde, je pense que ce serait une solution. Pour le moment, les partis sont en train d'aller se rencontrer. Donc, ils vont discuter d'abord, je pense, surtout de voir comment, où et quand les négociations peuvent avoir lieu et quels sont les acteurs qui sont les participants à ces négociations-là. C'est ça qui va se passer en Algérie. Et ensuite, je pense que les deux parties vont se retrouver autour d'une table de négociation. Et là, on en revient encore une fois à la volonté. À la fois de faire respecter le cessez-le-feu, le dernier cessez-le-feu du 23 mai 2014, et aussi de s'engager sur une gestion, une gestion du territoire, mais aussi, surtout, de permettre à ce que les accords précédents n'ont pas pu faire, qu'on puisse permettre à ce prochain accord-là de le réaliser, c'est-à-dire le bien-être de toutes les populations, c'est-à-dire l'autogestion des populations, et surtout, c'est-à-dire que les différentes compétences, les différentes capacités, les différentes ressources du territoire puissent concourir au développement et à l'harmonie de ces territoires. Donc, il ne faut pas que ça soit seulement certaines personnes qui en profitent, seulement un régime qui en profite, et qui laisse les populations et qui laisse les victimes sur le carreau. C'est ça qui est à envisager.
On va passer à la deuxième question. Moi, je vous demande, j'ai vraiment aimé votre intervention tout à l'heure, parce que vous parlez de cohésion, vous parlez de développement, vous parlez du bien-être des populations du nord du Mali, ce qui est très important. Le gouvernement du Mali a passé un communiqué il y a à peine 48 à 72 heures pour informer la population malienne du processus de dialogue qui va s'engager dans les prochains jours à Alger. Mais il y a certains points sur lesquels le gouvernement du Mali est intransigeant en disant qu'il n'y aura ni autonomie, ni division et que l'intégrité territoriale du Mali est inviolable et non négociable. Est-ce que vous partez dans ce sens-là? Est-ce que vous acceptez de négocier sur ces bases-là? Moi, je pense que une négociation sincère et qui demande à aboutir à une solution ne doit pas avoir de conditions. Allons se retrouver autour de la table de négociation et disons-nous la vérité. Disons les uns et les autres aiment et ceux qui n'aiment pas, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et la réalité aujourd'hui du terrain, et celle qui ne pas qu'on soit à Bamako et qu'il n'y a pas ceci, il n'y aura pas cela. L'avenir, personne ne la maîtrise. Même le présent, Bamako ne maîtrise pas le présent en tout présent, l'avenir. Donc je pense que il faut pas. Je pense aussi que l'erreur principale d'IBK, arrivant au pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta, de ces différents ministres, surtout les premiers ministres, surtout le dernier, c'est de dire dès le début qu'il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. De mettre dès le début des barrières. Alors, si on veut trouver des solutions négociées, on doit mettre toutes les conditions de côté et mettre tous les atouts de notre côté pour aller droit dans les yeux, le langage de la vérité, et dire ce que nous ne pouvons pas. Donc, négocier. Pas déjà boucler la négociation avant de s'y retrouver. C'est ce que Ibrahim Boubacar Keïta avait fait. C'est pourquoi il n'a pas pu avoir l'aval de sa rue, de sa population pour aller négocier. C'est ça le problème. Si on veut négocier, bien sûr, il faut préparer la population. Mais il faut d'abord être dans les conditions, je veux dire dans la situation, préparer le terrain. C'est qu'on va se retrouver avec ceux qu'il appelle mouvement rebelle, c'est-à-dire avec ceux qui... Il avait dit dès le début qu'il ne va pas négocier avec des gens armés. Alors que lui, il est arrivé à trouver des gens armés. Il est arrivé à trouver des mouvements qui se battent de façon sur le terrain à changer la vie des populations qui sont les leurs aussi. Mais Moussa Gassari, vous êtes d'accord avec moi que l'accord de Ouagadougou quand même a été violé. Il y a le groupe rebelle, comme vous venez de le dire, qui accuse le gouvernement malien d'avoir violé les accords de Ouaga. Et le gouvernement malien qui dit que non, l'accord de Ouaga prévoit le cantonnement et le désarmement des groupes rebelles. Et quand le président Ibeka est venu, cela ne s'est pas passé comme ça. Vous êtes d'accord avec moi sur ce plan? Aujourd'hui, la communauté internationale, tout le monde sait qui a violé l'accord de Ouagadougou. Lorsque l'armée malienne vient jusqu'au camp de cantonnement, et tirer sur le camp de cantonnement, une première fois, le jour de la visite du président, même la veille de la visite du président, c'est-à-dire le 16, moi j'étais à Kidal lorsqu'il est arrivé. La veille déjà, l'armée malienne a tiré sur des manifestants au niveau de l'aéroport de Kidal. Et le lendemain, le 17, les tirs ont commencé à 8 h du matin, alors que le premier ministre n'est arrivé qu'à midi 26. Donc je pense qu'il ne faut pas dire exactement à tirer. Je pense que cette question-là, on peut aussi la mettre de côté si on veut avancer. Parce que la communauté internationale qui est sur place, c'est-à-dire la MINUSMA, la force civile, mais aussi toutes les satellites qui sont au-dessus de l'Azawad aujourd'hui, on sait qui a violé et qui a fait quoi. Donc aujourd'hui, je pense que nous voulons positiver la situation, même notre langage, pour aller vers un apaisement, aller vers la paix. C'est dans cette logique-là, c'est dans cette dynamique-là que moi je me place aujourd'hui. Donc laissons qui a fait quoi, qui a violé quoi. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça la question. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui.